Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À la Pocatière, le conservateur Bernard Généreux obtient un 5e mandat. À Newport, 2 nouveaux hauts-mardiers prennent la mer. À Saint-Pierre-de-Brockton, une soirée porte ouverte pour en savoir plus sur l'important projet éolien Brockton. À Baie-Saint-Paul, on apprend ce que signifie l'appellation « Village Relais ». À Forestville, l'association Diabète Haute-Côte-Nord fête son 20e anniversaire. À Berthierville, on prépare la 8e édition du festival de microbrasserie Berthibrou. À Sainte-Anne-des-Monts, l'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud participe au concert bénéfice du Garage à musique. À Grande-Rivière, la jeune Mia Lepage court vers le succès. À Pincourt, les élèves de l'école secondaire du Chêne Bleu nous enseignent comment préparer ses semis. Et pour commencer cette émission, Gérald de Beaulieu de CEMA TV nous propose un retour sur les principaux enjeux de la dernière campagne électorale qui vient de se terminer. Et il nous présente également la réaction à chaud du député conservateur Bernard Généreux au moment de sa 5e réélection. Le 28 avril 2025 marque l'aboutissement d'une courte campagne électorale de 36 jours hors de l'habituel. La 45e élection générale fédérale du Canada fut marquée par l'ombrage des décisions venant du sud de la frontière. La guerre tarifaire a été longtemps omniprésente dans toutes les conversations. Les traditionnels enjeux nationaux, régionaux et locaux n'ont pas eu toute la place coutumière. Bon nombre d'analystes politiques s'accordent pour dire que la question déterminante du scrutin était à qui allouer sa confiance dans le contexte actuel. Dans la nouvelle circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata, avec l'ajout de la MRC de Témiscouata, la circonscription compte 77 municipalités et couvre désormais plus de 11 000 km², un territoire aussi grand qu'un pays comme le Liban. Cela représente un véritable défi. 7 candidats aspirant au rôle de député étaient inscrits sur le bulletin de vote de la circonscription afin de représenter une population de 116 216 personnes selon le recensement de 2021. CEMA TV Information a choisi d'assister à la soirée électorale de Bernard Généreux qui avait lieu à l'Apocatière au bureau Bar et Grill. Déjà, en après-midi, des partisans commençaient à affluer. Le candidat du Parti conservateur, fort dans la course, cherchait à remporter un 5e mandat. Seule la défaite face à la vague orange du NPD en 2011 a coupé l'élan de ses succès. Le 27 avril marquait 11 années, soit 4019 jours en exercice dans ses fonctions de député. Un peu après 22 heures, le verdict de la population a été annoncé. Bernard Généreux a été réélu. L'enthousiasme était senti et énergique. Alors que les résultats continuaient à rentrer, Bernard Généreux a livré ses impressions et commentaires dans le feu de l'action. C'était ma 6e élection et c'est la 5e que je gagne grâce à vous, chers électeurs, et merci du fond du cœur. Nous avions un plan de campagne que nous avons respecté à la lettre. C'est-à-dire que nous étions pour voir dans les 35 jours 77 municipalités. Nous avons fait 9000 km en 35 jours. Et nous avons fait des milliers de portes. Je suis déçu que nous ne gagnions pas au national ce soir, parce que, évidemment, le président américain est venu troubler un peu la campagne électorale, pas juste un peu, mais beaucoup. Évidemment, je vais continuer à bien défendre les intérêts de notre région, bien évidemment, de représenter mon comté de la meilleure façon possible et de continuer, bien sûr, à offrir un service
extraordinaire avec mon équipe auprès de la population pour aller chercher le maximum pour le comté. C'était Gérald Beaulieu à La Pocatière pour CMA TV Information. Valérie Pinault de Télévague a assisté à la cérémonie protocolaire et symbolique de mise à l'eau de 2 nouveaux bateaux, 2 Homardier, qui ont été construits cet hiver chez Conception Navale FMP. Télévague était présent lors d'un moment spécial pour Conception Navale FMP qui ont fait la mise à l'eau de 2 navires construits durant l'hiver 2024-2025. L'événement s'est déroulé en toute simplicité avec le rituel d'une marche symbolique des employés accompagnant les bateaux jusqu'à la mer. Les 2 navires ont pris la mer et seront amarrés respectivement à Gascon et L'Anse-à-Beaufils. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. En fait, c'est jour de fête chez Conception Navale FMP. On met à l'eau 2 bateaux qu'on a fabriqués pendant l'hiver. Et là, c'est ça, c'est le printemps. On sort les bateaux pour la pêche. Donc aujourd'hui, on met à l'eau 2 de nos réalisations qui ont été faites pendant l'hiver 2024-2025. Ça va être quoi, l'utilité des bateaux? Les 2 bateaux sont destinés à la pêche au homard. Peux-tu me parler des spécificités de chaque bateau? En fait, les 2 bateaux sont identiques à la base. C'est des sister boats qu'on appelle. La seule chose qui va différencier, c'est vraiment les options que le client va prendre. Donc, exemple, dans nos 2 cas, on en a un qui a des vitres à l'arrière, on en a un qui en a pas. On en a un qui a des commandes à l'arrière aussi pour être un membre de l'équipage directement sur le pont. C'est des options là, qui sont ajoutables au bateau en tant que tel. Mais sinon, la conception du bateau sont identiques. Il y a combien de personnes qui ont travaillé sur la réalisation des bateaux? En tout, on est une équipe de 30. Et ce qui est le fun chez Conception Navale FMP, c'est que les employés travaillent tous sur le même projet. Donc, autant moi, à l'administration, je vais travailler avec les mêmes clients que la personne qui est en train de fabriquer le bateau, que la personne qui travaille le plan. On travaille toujours sur le même projet, ce qui fait que ça nous donne vraiment une ambiance de travail très le fun. Est-ce qu'il y a eu des défis techniques lors de la construction des bateaux? Il y a toujours des défis techniques, mais celui-ci a été quand même à l'abri de plusieurs défis. C'est un modèle qui a été amélioré par notre équipe. Donc, c'est un modèle qui était déjà existant à la base, qu'on a retravaillé pour donner ce modèle-là. Je vous dirais qu'on a eu vraiment moins de problèmes ou de soucis, en fait, de construction. Puis, tu sais, je vous dis des problèmes, c'est plus des apprentissages parce que nous, on est une compagnie de conception, mais si on conçoit un prototype, il faut toujours apprendre de ce modèle-là. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, on a eu vraiment moins d'embûches. Conception Navale FMP, il a réalisé combien de bateaux? Cette année, on a réalisé 3 bateaux, donc les 2 que vous allez voir aujourd'hui, plus un bateau un peu plus gros qu'on a mis à l'eau ce week-end. Il devait partir plus rapidement pour la pêche au flétan. Donc, on a 3 bateaux nœuds de cette année, mais c'est en tout 10 bateaux sur lesquels on a travaillé. Exemple, vous voyez le Joliane 2. Le Joliane 2, c'est un remorqueur qu'on travaille pour les entreprises PEC. Donc, on s'est diversifié, en fait, chez Conception Navale. Au départ, on était vraiment une entreprise dans la pêche. Il a fallu se diversifier dans nos offres de produits. Donc, on offre aussi pour les remorqueurs, les barges, mais aussi les bateaux touristiques. À l'intérieur, présentement, on a le Delga, qui est le bateau des bateliers de Percé, qui fait l'aller vers l'île Bonaventure. Donc, c'est ça, ça fait partie de notre diversification. Donc, en tout, on a vu une dizaine de bateaux là, cette année sur notre chantier.
navires là, qui vont être mis à l'eau aujourd'hui, ça a une durée de vie de combien de temps? Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'en aluminium, c'est vraiment une durée de vie plus longue que si on était en fibre de verre. On parle d'une durée de vie minimale de 50 ans, mais surtout, c'est que c'est un matériel 100% recyclable. Donc, on parle que si après, exemple, les 50 ans, une personne décide de le laisser à l'abandon, mais on peut le reprendre, le recycler et faire d'autres choses totalement avec. C'est quoi vos projets à venir? À venir, on a des très gros projets. En fait, on aimerait entrer comme fournisseur pour le gouvernement canadien. Donc, on est dans des grosses démarches depuis quelques années. Et là, ça devrait aboutir bientôt, on l'espère. Mais on veut devenir fournisseur pour le gouvernement. Donc, c'est vraiment notre grosse optique, notre voie de l'avenir présentement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un nouveau parc éolien composé de 25 grandes éoliennes sera érigé aux limites des municipalités de Saint-Pierre-de-Brockton, Sacré-Cœur-de-Jésus et Thetford. Et Geneviève Cyr, de la Télévision régionale des Appalaches, était à la soirée porte ouverte organisée pour répondre aux questions des citoyens. Donc, ce soir, je me trouve dans la municipalité de Saint-Pierre-de-Brockton à une porte ouverte qui a été organisée pour en apprendre un peu plus sur le projet éolien. Donc, je suis avec M. William ce soir qui travaille pour Pattern Energy. C'est bien ça. Donc, il va nous expliquer un peu c'était quoi le but de cette porte ouverte-là qu'on a assisté ce soir. Bonsoir. On est ici aujourd'hui pour la porte ouverte pour expliquer un peu sur le projet Broughton. On est quand même en début de processus pour le projet. C'est notre deuxième porte ouverte et on est dans la phase où on commence les permis pour le projet. Fait que l'étude sur l'environnement, ça commence maintenant. Ensuite, on va avoir d'autres permis pour arriver à la construction éventuelle. Fait que le but ce soir, c'est vraiment d'informer la population sur l'avancement du projet. Parce que pour remettre les gens un petit peu en contexte, c'est un projet qui est débuté depuis quelques années. C'est bien ça? Exactement. Fait que le projet Broughton, ça fait plusieurs années qu'on développe ce projet. On a signé un contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec en 2024. Mais c'est un projet qu'on développe depuis plusieurs années parce qu'on a aussi développé et construit et opère le projet Mont-Sainte-Marguerite qui est juste à côté, dans les municipalités avoisinantes. Puis l'objectif ce soir, c'est de permettre aux gens d'en apprendre plus sur où est-ce que vous êtes rendu dans le processus et pouvoir poser directement leurs questions et faire part un peu de leur inquiétude. Exactement. En fait, c'est notre première rencontre publique depuis qu'on a signé le contrat avec Hydro-Québec. Fait que c'est pour donner une mise à jour sur l'avancement du projet, pour parler de où vont être placées les infrastructures, puis quelles sont les prochaines étapes pour le projet. Puis est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement la grandeur du projet puis son étendue? Oui. Fait que ça, c'est un projet éolien de 150 MW. C'est entre 22 puis 25 éoliennes qui vont être installées. Puis c'est sur les 3 municipalités ici, Saint-Pierre-de-Brockton, Sacré-Cœur-de-Jésus et Thetford. C'est là que sont placées les infrastructures. Fait que c'est un projet qui va être éventuellement raccordé au réseau d'Hydro-Québec pour produire de l'électricité éolienne. Puis l'objectif, c'est que le projet se termine en 2029. Exactement. Cette année, 2025, 2026, puis même 2027, c'est vraiment le période de permis. Ensuite, fin 2027, 2028, c'est la construction du projet pour éventuellement avoir une mise en service en 2029. Puis comment les gens qui n'étaient pas disponibles ce soir là, pourraient s'informer ou vous contacter si jamais il y en avait envie? Écoute, ils peuvent nous contacter directement sur notre site web du projet, projet Broughton, ou bien contacter nos partenaires MRC qui sont là présents ce soir, nos 2 partenaires MRC et notre partenaire Première Nation, les Wabanaki. Mais merci pour votre temps. Merci. Donc, je poursuis mes entrevues avec M. Rick Lavergne, qui est le directeur de la MRC des Appalaches. Donc, il commence à être une personnalité connue. Vous devriez savoir qui est. En fait, je veux vous parler parce que ce projet-là est un peu particulier. Vous n'êtes pas seulement ici ce soir pour donner des informations générales sur la MRC. Vous êtes vraiment impliqué dans ce projet-là.
Oui, on rencontre les citoyens pour leur expliquer que via la MRC, c'est eux qui investissent aussi dans le projet. La MRC est investisseur avec la MRC de l'érable dans ce projet-là à la hauteur de 45 %. Pour nous, c'est une condition. Il n'y aura pas de projet sur le territoire de la MRC si la MRC n'est pas impliquée financièrement. L'objectif, c'est de capter des retombées économiques, mais c'est aussi de favoriser l'acceptation du projet et de défendre d'une certaine façon les préoccupations des citoyens face à un projet comme ça. Parce que sans votre investissement, le projet n'aurait pas vu le jour. Bien, la compagnie aurait pu le faire seule, mais nous, on n'était pas intéressés à avoir un projet simplement privé. On voulait vraiment un projet de type communautaire pour que la MRC puisse tirer profit aussi de ça. Il y a un pourcentage qui va aussi pour les Premières Nations. Oui, les communautés Abénaki qui ont des droits sur un territoire qui s'étend entre Rivière-du-Loup et Longueuil. Donc, on est aussi chez eux. Puis, ça donnait aussi plus de valeur au projet si les Abénaki ou les communautés autochtones étaient impliquées. Fait qu'on s'est présenté puis on a appris à se connaître. Donc, il y a un 50 % qui revient à vous et aux Premières Nations et l'autre 50 % à la compagnie. Exactement. Chaque MRC a 22,5 % puis la communauté autochtone a 5 % du 50 %, puis l'autre 50 c'est la compagnie. Fait qu'on investit le même montant, puis on assume les mêmes dépenses tout le temps au prorata de notre investissement. Mais vous allez avoir accès au profit également. Tout à fait. Fait que l'idée, c'est de développer des projets qui vont bénéficier à l'ensemble de la population, puis consolider les communautés pour voir les bénéfices de ça. Il y a d'autres bénéfices qui vont être apportés aux municipalités, éventuellement aux propriétaires par les redevances. Oui, l'actionnariat, ça se rajoute aux redevances de base qui sont consacrées notamment aux municipalités où le projet a lieu et les propriétaires où il va y avoir des éoliennes, puis même des gens qui restent dans le périmètre du parc éolien. Puis est-ce que l'acceptabilisation sociale se fait bien? Ou? Bien, c'est un processus. On est à notre 2e journée de porte ouverte. On a eu une là, près de 2 ans. La réception est très bonne, mais c'est toujours un processus. On a développé des rencontres d'acceptabilité sociale. On a un site Internet pour répondre aux questions de citoyens, puis on est toujours à l'écoute puis à essayer de fournir des réponses aux gens. Bien, la bonne nouvelle, c'est que les gens répondent présents à vos invitations. Donc, au moins, ils sont curieux puis ils ont soif d'apprendre plus sur ce projet-là. Oui, je sens qu'ils étaient venus pour en apprendre plus. Ils sont ouverts à apprendre, écouter. C'est impressionnant là, de voir les gens, comment ils sont réceptifs. Bien, tenez-nous informés des développements. Il nous fera plaisir là, de donner le message à nos auditeurs. Certainement, la MRC des Appalaches et l'énergie, ça va bien aller ensemble. Merci. On dénombre 45 villages relais au Québec et à l'occasion du renouvellement du membership de la ville de Baie-Saint-Paul à la Fédération des villages relais du Québec, Mathieu Larivière de TVCO nous explique en quoi s'engagent les villes relais membres de la Fédération. La ville de Baie-Saint-Paul a récemment renouvelé son plan d'action pour être reconnu comme village relais du Québec. Le maire Michael Pilote fait état des démarches qui ont été réalisées au cours des derniers mois par son administration. On était dans les premiers là, à être membre de la Fédération des villages relais. C'est quand même 45 villages relais qu'on dénote à travers tout le territoire québécois. Et c'est un rayonnement pour la ville de Baie-Saint-Paul d'être membre de cette fédération. C'est des options qu'on a de dire aux différentes personnes au Québec qu'on a des services chez nous à Baie-Saint-Paul. C'est du rayonnement supplémentaire, des publicités. Et notre plan d'action qu'on avait était, je vous dirais, un petit peu désuet puisque on ne l'avait pas mis à jour depuis plusieurs années, donc on s'est dit là, il faut quand même être à jour. On avait des commerces qui étaient mis en ligne, qui n'étaient plus en fonction. On avait différentes choses qui étaient annoncées, qui n'étaient tout simplement plus d'actualité. Donc, on a revu notre plan d'action à jour. La directrice générale de la Fédération des villages relais explique en quoi consiste le mandat de son organisation.
En fait, notre année de fondation, c'est 2009, fait qu'on célèbre là, c'est cette année, depuis l'année passée, mais cette année particulièrement, nos 15 ans d'existence en tant que fédération qui regroupe les villages relais. Nous, on a commencé en 2009. Les villages relais ont démarré un petit peu avant. Évidemment, ça nous prenait des municipalités accréditées pour se réfléchir, se donner une association. Et puis, on est à l'accréditation de notre 50e village relais là, très bientôt. L'objectif de la fédération, c'était de mettre en place une structure pour les représenter, mais aussi assurer une promotion, on va dire, harmonisée, une promotion harmonisée pour l'ensemble du réseau. On se donne comme 3 thèmes, si vous voulez. Là, on se dit qu'on accompagne, on promouvoit et on inspire l'ensemble du réseau. Madame Belle-Rose précise que les municipalités qui soumettent leur candidature pour devenir des villages relais doivent répondre à des exigences établies. Le premier critère, c'est être situé sur une route nationale stratégique, donc une route numérotée 100, comme la 138, 132, 112, 116, ou une route touristique. Donc, c'est les 2 éléments là, qui permettent d'être admissible dans un premier temps. Après, c'est de compter moins de 10 000 habitants et d'offrir évidemment les services de base qui sont l'essence, l'alimentation, un stationnement d'urgence, des toilettes aussi, des toilettes publiques et des bornes de recharge pour les véhicules électriques également. Le choix des villages membres n'est cependant pas laissé au hasard. Si on se réfère à la finalité ou en tout cas à l'objectif de Village Relais, c'est vraiment d'offrir des lieux d'arrêt sécuritaires aux usagers de la route à peu près aux 100 km. Donc, si c'est pas une ville d'importance, ça peut être un village relais à peu près aux heures, donc aux 100 km, aux 80 km, là, aux heures de route. Le maire de Baie-Saint-Paul rappelle que la ville répond positivement aux demandes qui lui permettent de bénéficier de ce statut. Pour être membre de la Fédération des villages relais, on se doit d'être en mesure d'offrir des services de base et il y a des services qui sont complémentaires. Lorsqu'on parle de services de base, on parle entre autres de postes d'essence qui sont ouverts de 7 h le matin à 21 h le soir. Ça, c'est correct pour Baie-Saint-Paul. On doit avoir des stationnements pour les véhicules légers. Donc, pas besoin de les énumérer. Il y a plusieurs stationnements du côté de Baie-Saint-Paul pour les véhicules légers. On en a aussi pour les camions lourds, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Dans les dernières années, il y a un stationnement qui a été prévu là, où le poste de contrôle de la Société d'assurance automobile du Québec, là, Contrôle routier Québec, là, qui est près du camping Le Genévrier. Donc, il y a un aire de repos qui est aménagé à cet effet. On a un téléphone public également qui est du côté de l'hôtel Baie-Saint-Paul. Il y a des services d'hébergement. Et lorsqu'on regarde aussi, dans les services complémentaires, on a des épiceries, il y a un hôpital, il y a un CLSC. Donc, il y a plusieurs services qui font que Baie-Saint-Paul est un village relais au Québec. Monsieur Pilote laisse entendre que la Ville pourrait développer de nouveaux services et partenariats pour mieux répondre aux exigences de la Fédération. Pour les prochaines années, on a à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire aussi pour les campings, que je vous dirais, sur une courte durée. Des fois, un camping qui est clandestin, des fois, les gens appellent ça de cette façon. On a des campings qui sont régis par Camping Québec, comme le Genévrier ou encore le camping du Gouffre, mais des fois, les gens qui sont avec l'expression les van life, où doivent-ils aller? Donc, on a de la tolérance, des fois, dans certains endroits, mais ce n'est pas nécessairement permis à notre réglementation. Donc, c'est des réflexions qu'on aura à avoir dans les prochaines années. Pour mieux encadrer. Oui, pour mieux encadrer le tout. Là, comme je le mentionne, on permet des fois la chose, mais ce n'est pas nécessairement des visions que la Ville a. Donc, on devra s'asseoir, prendre le temps de réfléchir et de travailler avec les différents partenaires, puisqu'actuellement, on n'a plus d'entente avec aucune entreprise là, à Baie-Saint-Paul pour le programme Village Relais. Au dire du maire, les retombées potentielles qui sont associées à cette adhésion sont non négligeables. À chaque fois qu'on parle de Baie-Saint-Paul à l'extérieur de notre territoire, c'est des façons de multiplier la publicité, le rayonnement de notre municipalité. On a déjà, par Tourisme Charlevoix, par Destination Baie-Saint-Paul, par nos réseaux sociaux, tout ça, déjà de bons ambassadeurs, mais là, d'en ajouter d'autres façons. Et c'est un programme qui est soutenu par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et tout le monde aussi connaît le programme Village Relais dans les différentes municipalités. Donc, de parler de Baie-Saint-Paul, encore une fois, là, c'est toujours des occasions qu'on vient saisir à chaque fois qu'elles se présentent à nous.
au-delà des services, nous, on s'affaire beaucoup à présenter, en fait, aux voyageurs, aux usagers de la route, qu'il y a pas, on peut s'arrêter pour un plein d'essence, mais aussi, si on connaît un peu ou si on apprend qu'est-ce qu'il y a à faire, on peut s'arrêter plus longtemps que pour un plein d'essence ou seulement pour se reposer. Donc, c'est certain qu'il y a tout ce volet-là. Et puis, chaque année, on organise un concours qu'on appelle le concours Inspiration et on invite les municipalités, les villages relais à nous présenter leurs réalisations. Puis, évidemment, ça touche beaucoup dans les axes. Ça touche beaucoup aussi le développement du volet touristique ou le développement de l'accueil autour de la municipalité qui est accréditée Village Relais. Pour en apprendre davantage sur les villages relais québécois, leurs services et leurs attraits touristiques respectifs, la population peut consulter le site officiel de la Fédération nationale. Joanie Godreau de la Télévision du Littoral s'entretient avec Caroline Ross, présidente de Diabète Haute-Côte-Nord, un organisme qui fête cette année son 20e anniversaire. Donc bonjour, on accueille aujourd'hui Caroline Ross dans nos studios, présidente de l'Association Diabète Haute-Côte-Nord, pour nous parler d'une belle activité qui s'en vient là, au mois de mai. Oui. Diabète Haute-Côte-Nord fête ses 20 ans. OK. Donc, c'est une très belle activité qui s'en vient. Journée diabète. Oui. C'est mon rêve que j'ai voulu réaliser avec les membres de mon conseil d'administration. OK. Fait que c'est quoi qui est... Donc, c'est prévu le 24 mai. Oui. Toute la journée, là, il y a des activités spéciales. Fait que ça va consister en quoi, cette journée-là? Ça débute à 10 h le matin. De 10 h à midi, il va y avoir des petits kiosques. On est à peaufiner encore exactement quel intervenant qui va être là. Ça va être des intervenants de la santé, ça on le sait. Il va y avoir du dépistage sur place aussi, oui. Qui va permettre aux gens peut-être de découvrir qu'ils sont diabétiques. OK. Donc, des tests de glycémie sur place. Oui. Puis, il va y avoir les petits kiosques. Puis ensuite, dans l'après-midi, bien là, on tombe avec vraiment, dans le concret, des conférenciers et des témoignages. Oui. À partir de 13 h en après-midi, on va avoir 2 conférenciers et 2 témoignages de personnes diabétiques. OK. Fait que ça va pouvoir donner justement un bel aperçu aux gens. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver aussi dans les témoignages et aller se faire dépister. C'est un peu ça l'objectif. Oui. Le but aussi, à travers cette journée de diabète-là, c'est de donner de l'information, de sensibiliser les gens à la cause du diabète aussi, mais aussi de fêter un 20 ans. Oui, c'est ça, parce que 20 ans, quand même, ça fait longtemps que vous existez puis que vous avez évolué, j'imagine, aussi dans le temps. Donc, c'est un peu l'historique là, de l'association Diabète Haute-Côte-Nord. Ça a commencé comment? Diabète Haute-Côte-Nord a été fondé ici à Forestville. OK. Donc, par le CLSC. 5 personnes qui se rejoignaient et qui devaient se rendre à Bécomo pour recevoir des services. Oui. Donc, quand tu vas faire un tour à Bécomo pour recevoir de l'information, ça coûte cher en bout de ligne. Donc, ces 5 personnes-là se sont assis à un moment donné et ils se sont dit, on va créer notre association. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis je pense que toi, tu t'es jointe, ça fait plus de 15 ans, là. Oui. Moi, je me suis jointe en 2008-2009. OK. Au moment où Mme Nadi-Sirois m'a contactée, elle cherchait des gens pour avoir de la relève sur le conseil d'administration. Donc, je me suis présentée ici à Forestville. OK. La relève a resté quand même longtemps? Oui. C'est une cause qui me tient à cœur. Oui. Moi, personne diabétique, aussi de type 1. Okay. Donc, pour moi, c'est une cause qui me rejoint beaucoup. Oui, c'est ça. Puis vous faites quand même plusieurs activités dans l'année. Il y a un déjeuner santé, au mois de juin, il y a une marche. Fait que c'est un peu des moyens justement de sensibiliser. Puis est-ce que toi, tu as déjà parlé de ta situation à toi pour essayer de sensibiliser les gens? Bien, c'est sûr que quand on rencontre des gens, puis que les gens viennent de recevoir un diagnostic, souvent ils sont dépourvus. Oui. Puis là, ils ne savent pas où ils s'en vont. Fait que c'est sûr que moi, je ne suis pas un professionnel de la santé. J'ai quand même beaucoup de vécu en tant que personne diabétique, mais je suis capable de te dire, ben rends-toi à ta pharmacie, appelle une nutritionniste. Tu sais, des fois, c'est des gens à qui
on peut faire confiance. C'est ça, il y a des services qui existent ici, puis il faut en profiter, il faut les utiliser. Oui. Puis vous, au niveau de l'association, est-ce que vous conseillez aussi un peu? Qu'est-ce que ça donne d'être membre? OK. Quand tu es membre de Diabète Haute-Côte-Nord, en passant, c'est au coût de 20 $ par année. Par année. Ça te donne accès à des rabais. OK. Donc, tu as des rabais chez Iris, tu as des rabais chez ProNature ici à Forestville, tu as des rabais aussi pour les soins de pied avec Mme Sylvie Michaud, puis on a aussi des rabais avec Mme Julie Tremblay pour les massages. Ah, OK, parfait. Et là, vous êtes rendu à combien de membres en date d'aujourd'hui? En date d'aujourd'hui, on est à 48 membres. OK. Par le passé, avant de se désaffilier avec Diabète Québec, parce que maintenant, on est devenu indépendant, donc on était à 90 membres. Ah, OK. Le but de notre journée diabète aussi, c'est d'aller rechercher un peu les membres qu'on a perdus au fil du temps. OK, parfait. Donc, ça va être possible pour les gens là, de dire, ben moi, j'aimerais ça devenir membre à ce moment-là. Oui. OK, parfait. Puis est-ce qu'on aimerait ça, justement, se faire connaître davantage? Trouvez-vous qu'après 20 ans, l'association est bien connue en Haute-Côte-Nord? Je pense que les gens, au moment du diagnostic, ne savent pas qu'on a une association en Haute-Côte-Nord. C'est sûr qu'on n'a pas d'intervenant encore sur place qui peut aider les gens. Ce qu'on a présentement, on a quelqu'un qui nous aide au niveau financier et on est à la recherche d'une coordonnatrice à 2 jours semaine. OK. Fait que ça serait un ajout pour avoir vraiment une équipe permanente, puis ça serait plus facile de développer encore plus l'organisme pour les années à venir. Oui. Donc, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à faire parvenir votre candidature. Oui, on est toujours ouvert. Parfait. Et donc, pour notre journée du 24 mai, donc on a parlé des kiosques, des conférences, témoignages, mais ça se termine quand même justement au niveau festif avec un souper michoui plus une soirée dansante aussi. Oui, souper michoui. On demande aux gens de réserver avant le 1er mai. Pour avoir le nombre de personnes pour le souper. En ce qui concerne la soirée, c'est Mme Mylène Charon. On a retenu ses services pour notre fin de soirée. Faire danser les gens un peu. Oui. Après avoir mangé, selon des personnes diabétiques, on doit bouger un peu. Bon, fait que c'est ça. Fait que ça va aller dans ce sens-là. Puis il y a un coût de 20 $ pour le souper, c'est bien ça? Oui, mais le reste de la journée, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Fait que tout le monde est le bienvenu. Puis c'est à la salle multifonctionnelle des Escoumins. Oui. Parfait. Bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Mme Ross, d'être venue nous voir. Puis, gênez-vous pas pour revenir parler de vos belles activités que vous faites tout au long de l'année. En passant, on est allé à la cabane à sucre dernièrement. Ah ouais? Oui. Oh, un beau défi pour des diabétiques. Un beau défi. Et on est accompagné par une nutritionniste et 2 infirmières. Fait que vous avez quand même beaucoup d'activités là, qui se passent durant l'année. Fait que les gens, n'hésitez pas à vous abonner et à devenir membre pour avoir accès à toutes ces belles activités-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Danny Bérubé de CTB-TV nous donne un aperçu de la programmation de la 8e édition du festival Berthier Brou, qui regroupe à chaque année près d'une quinzaine de microbrasseries. Je me tiens présentement à la place du marché de Berthierville parce que c'est exactement ici que ça va se passer très bientôt, la 8e édition du festival Berthier Brou. Et je suis en compagnie de M. Gabriel Drouin-Martin, qui est l'organisateur de ce festival. Eh bien, ça s'en vient, M. Martin, là. C'est pour quand, ça? Ben oui, le 31 mai, dès 11h, on ouvre les portes. Un festival qui accueille toujours plus que 1000 personnes ici avec de la bière, des jeux, de la nourriture et aussi un spectacle, bien sûr, avec une grosse scène. On vous attend toujours en grand nombre et on espère toujours satisfaire, en fait, notre clientèle. Et on attend combien à peu près de microbrasseurs ici cette année? Eh bien, déjà, en ce moment, en fait, avec un mois d'avance sur le festival, on a déjà plus que 9 microbrasseries, dont une distillerie qui a répondu à l'appel. Donc, pour ceux qui aiment la bière, mais aussi peut-être un petit rum and coke, un petit gin tonic, il n'y a pas de problème. On a toujours les solutions pour vous faire goûter des produits d'ici, locaux le plus possible, puis faire découvrir notre région tout simplement. Puis comme vous avez mentionné, on attend plusieurs personnes, mais c'est pas juste des adultes, là. On parle avec les enfants aussi, là. Ben, des enfants, des jeunes adultes, on a toujours des jeux pour eux, on a toujours de l'accompagnement. Bien évidemment, ils ne peuvent pas consommer, pas encore, mais on a toujours de l'accompagnement pour eux, que ce soit des bonbons, que ce soit de la nourriture ou que ce soit juste des jeux, le fun, on a tout ça pour ça.
Donc, est-ce qu'on prévoit juste, exemple, de la bière ou, comme vous parlez, on a un peu de tout? On a même des chanteurs qui vont être ici, là, comme vous parlez, spectacle. Quel genre de spectacle cette année? Eh bien, cette année, les spectacles sortent un peu de l'ordinaire, on pourrait dire. On va aller sur d'autres ambiances du genre un peu plus latino, peut-être même des DJ et bien sûr, chansonnier rock qui va mettre un bon punch dans la foule. C'est les genres d'artistes que vous allez pouvoir dire, mais en ce moment, je peux pas les révéler encore. Ça s'en vient. Mais là, si vous me dites qu'il va y avoir du latino, c'est sûr que je vais venir faire un tour, là. Ah, il faut bouger dans la vie, c'est important. Mais oui. Mais la musique, c'est-tu toute la journée ou c'est simplement le spectacle le soir? Il y a de la musique, en fait, sur le festival toute la journée par un DJ qui va être là de 11h jusqu'à 16h. Et tout de suite après 16h, on enchaîne les artistes qui vont être sur la scène. Là. Vraiment, les artistes qui, là, on va focusser vraiment sur la musique. On va monter le son puis on va faire bouger tout le monde. C'est ça le but. Bon, écoute, ça s'en vient très bientôt. Alors, on répète les dates puis les heures. Oui, 31 mai, dès 11h, ça commence. Et comme d'habitude, ça termine à peu près vers 10h, en fait, le soir. Puis moi, je vous pose une petite question là, comme ça en terminant. Là, habituellement, dans ce genre de festival-là, chaque année, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Y a-tu de quoi de spécial cette année? Eh bien, c'est sûr qu'on a toujours des petits cadeaux, on a toujours de la belle ambiance, mais je crois que c'est surtout le côté jeu. On veut avoir des gros jeux, des grands jeux. Fait qu'il va en avoir de tous les goûts, toutes les couleurs. Puis on va espérer que la température soit des nôtres parce qu'on va se le dire, beau temps, mauvais temps, on fait le festival. Bien, écoutez, on vous souhaite une super belle journée. On invite les gens à venir vous voir ici à la place du marché de Berthierville le 31 mai dès 11h. Amusez-vous bien. Bien, merci beaucoup. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie parle de l'importance de développer la culture chez les jeunes en compagnie de l'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud, qui était à Sainte-Anne-des-Monts à l'occasion du spectacle Bénéfice pour le garage à musique. Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Marianne, qui est la directrice du Centre de pédiatrie sociale. Bonjour Marianne, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Marianne, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, c'est le spectacle Bénéfice pour le garage à musique. Donc, on ramasse des sous pour financer ce beau projet-là qui est le garage à musique, qui est supporté par le Centre de pédiatrie sociale. On a un artiste invité qui est Patrice Michaud, puis on a tous nos profs là, qui sont impliqués dans tout ça. Je suis là en appui pour participer à la levée de fonds, parce que c'est un spectacle bénéfice pour le garage à musique de la Haute-Gaspésie et tous les services qu'il dispense à travers la région pour nos jeunes qui ont accès à des cours de musique, à des instruments de musique, à des professeurs bénévoles, passionnés, tout ça gratuitement. J'aurais aimé ça. À avoir accès à ça plus jeune. Je trouve ça extraordinaire. Faut dire que c'est assez inusité parce que il y en a un à Montréal et sinon les autres sont ici, sont chez nous. C'est vraiment une expertise qui se développe. J'ai toujours été très touché par ce projet-là. C'est pas la première fois que je m'implique auprès d'eux, mais là, j'ai répondu assez facilement oui à la demande de la gang du garage à musique pour venir participer au spectacle bénéfice. Je suis natif de Capshaw Beach. Je suis un fier produit local. Et je suis excessivement content de venir mettre l'épaule à la roue et de donner un coup de main à cet organisme que j'aime beaucoup qui s'appelle le Garage à musique. Merci beaucoup d'être là. T'es perdu dans la foule, des milliers d'autres comme toi, ton mascara qui coule sur tes futurs pattes-doigts. Ta vie est un château, château de cartes de crédit, au paradis fiasco. On ne prend que les raccourcis. Et
tu rêves de dynamite, de t'enfuir par la vitre, la jouer kamikaze, plus de son, plus d'image. Il faut accorder toute l'importance que mérite chaque geste qu'on pose auprès de nos jeunes dans le domaine culturel. Le domaine culturel, ça sera toujours un débat interminable et inachevé sur est-ce qu'on doit investir en temps, en argent, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça rapporte. Qu'est-ce que ça rapporte? J'en sais rien, puis je m'en sacre. Qu'est-ce que ça provoque chez les enfants, chez des jeunes? Ça se mesure. Puis des fois, ça se mesure automatiquement. On peut voir un enfant, un jeune, comme on en avait tantôt en prestation. Mes amis professeurs me disaient, cette demoiselle-là, elle jouait du piano, elle est toute gênée, elle n'a jamais chanté, puis là, elle est complètement épanouie, puis elle découvre qu'elle a une voix, une superbe de voix. Ça peut être ça, mais on peut aussi planter quelque chose qui va pousser des années plus tard. Je suis présentement avec des jeunes du garage à musique parce que là, c'est sûr qu'on parle du garage. Il faut rencontrer des jeunes qui font partie de cette belle organisation-là. J'ai avec moi Abby et Zoé. Ça va bien? Oui. Toi aussi, Zoé, ça va bien? Oui. Vous autres, au garage à musique, ça fait longtemps que vous êtes là? Moi, j'ai rentré cette année. J'ai commencé cette année. Mais j'ai déjà fait secondaire en spectacle et plusieurs affaires comme ça. Qu'est-ce qui t'a attiré au garage à musique? Ben, j'aime beaucoup chanter depuis que je suis jeune, fait que j'ai voulu essayer de continuer les soirs puis m'amuser. Toi, Zoé, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis au garage à musique. Puis toi, qu'est-ce qui t'a attiré? Au début, je voulais apprendre le piano, sauf que j'ai continué en chant. Tu trouvais ça plus difficile, le piano? Non, mais je faisais du chant depuis que j'étais petite, puis j'ai préféré continuer en chant. Dernièrement, vous avez eu une activité un peu spéciale. Vous avez rencontré tous les jeunes des autres garages à musique. Comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça cool. Perso, on a pu découvrir tous les autres styles musicaux, les autres chanteuses, toutes les autres personnes qui faisaient d'autres instruments. J'ai trouvé que c'est une bonne expérience en vrai. Autant les jeunes, autant les profs, on a mis nos coordonnateurs, on a tous mis beaucoup de jus de bras, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, d'engagement pour arriver ce soir là, puis offrir quelque chose de qualité. Fait qu'on est bien fiers. Avec toi, Le garage à musique, c'est une belle façon de participer à la mission du Centre de pédiatrie sociale. Je dirais que globalement, là, on veut donner une voix aux enfants. Puis quelle est la plus belle voix qu'on peut pas offrir que la musique? C'est vas-y, continue. Tu vois ce que ça te fait de pratiquer ce sport-là? Tu vois ce que ça te fait de pratiquer des arts? Ça, chéris ça, puis garde-le avec toi, puis cultive-le. Puis si tu te ramasses là-dedans plus tard, tant mieux. Puis si tu fais d'autres choses dans la vie, puis que ça, là, c'est comme ta libération de ménage la fin de semaine, là, c'est tout aussi important. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé a rencontré la jeune coureuse Mia Lepage, 12 ans, qui a remporté récemment 4 épreuves sur la scène provinciale. Au club d'athlétisme Les Lobsters de Grande-Rivière, les athlètes entraînés par Brigitte Paradis se démarquent régulièrement lors des différents championnats auxquels ils participent. Ce mois-ci, Mia Lepage, âgée de seulement 12 ans, a réalisé un exploit remarquable en remportant 4 titres provinciaux, le 800 mètres et le 1200 mètres, à la fois dans les catégories civiles et scolaires, lors du championnat provincial scolaire d'athlétisme en salle au complexe sportif Claude Robillard de Montréal. Mia Lepage nous raconte son expérience et nous avons aussi rencontré son entraîneuse Brigitte Paradis. Tu as remporté 4 titres aux championnats provinciaux dans le dernier mois plutôt. Comment tu te sens face à ces performances-là que tu as faites à ces compétitions? Je suis vraiment fière de moi parce que je me suis beaucoup impliquée, beaucoup d'entraînement, puis je suis vraiment fière d'avoir réussi à remporter 4 titres provinciaux. Est-ce qu'il y en a un qui te rend plus fier que les autres?
Je dirais les civils parce qu'il y avait plus de monde puis c'était plus du haut calibre. C'est là que j'ai fait mes 2 PB, donc mes 2 meilleurs temps au 800 puis au 1200. Puis c'est vraiment ça qui m'a rendu le plus fière parce que je me suis descendue de 6 secondes au 1200. Puis j'étais vraiment fière de moi. En 6 mois, j'ai descendu de 6 secondes. Donc, tu remportes 4 titres, puis en plus, tu bats tes propres records. Oui. Mais au civil, qui était la première compétition, là, j'ai battu mes temps. Mais au scolaire, je me suis pas mal gardée dans ces temps-là, mais je les ai pas améliorés. Tu dis que vous étiez plus au civil. Est-ce que tu as une idée de combien d'athlètes que vous étiez à ces compétitions, dans ta compétition? Ben, je pense qu'au 800, on était à peu près 25 filles aux alentours de ça. Puis au 1200, c'est toujours un petit peu moins, donc 17, je pense. Le fait que toi, tu t'entraînes dans un gymnase ou même dans le corridor de l'école versus du monde qui, eux autres, s'entraînent dans des endroits qui sont adaptés pour ça. Ça doit être un grand sentiment d'accomplissement aussi. Ben c'est sûr que vu qu'on est dans un gymnase assez petit, c'est quand même compliqué. Puis comme tu as dit, on court dans les couloirs, donc ça aide pas tant parce qu'il y a des filles comme à Montréal qui ont des pistes intérieures. Puis c'est sûr que ça doit vraiment être mieux parce qu'à l'année, ils peuvent courir sur une piste, puis ça aide, là. J'ai demandé à Mia comment elle se sentait là, face au fait de s'entraîner dans un gymnase versus ceux qui s'entraînent dans des complexes sportifs déjà adaptés. Pour l'entraîneuse, le fait que, puis c'est pas juste Mia, mais tu as beaucoup de tes athlètes qui performent beaucoup, qui remportent des titres à des compétitions. Comment l'entraîneuse elle se sent là-dedans? Bien, c'est sûr, c'est pas toujours évident parce qu'on a quand même une longue période qui est de novembre au mois de mai, parce que ici, on a encore de la neige, là, puis on est rendu à la mi-avril. C'est sûr que c'est pas évident dans un petit espace où tu as des sauteurs en hauteur, en longueur, et tu as des sprinteurs puis des demi-fondeurs. Dans ce petit espace-là, c'est de t'entraîner. C'est pour ça que j'utilise le corridor pour les sprinteurs, mais j'ai aussi mes sauteurs de haies que tu sentais, je dois prêter le corridor. C'est sûr que je dois énormément adapter l'entraînement, puis c'est sûr que si on compare à ceux qui sont dans des grandes infrastructures à l'année, on est beaucoup minoritaire au niveau de l'entraînement, mais quand on arrive en compétition, on essaie le plus possible de rivaliser contre ces athlètes qui s'entraînent dans des bonnes conditions, mais c'est certain que pour les entraîneurs, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de travail, autant pour l'athlète que l'entraîneur, parce que je dois concevoir des entraînements quand même où ce que les jeunes peuvent s'améliorer puis grandir à l'intérieur d'un petit espace dans leur performance personnelle, là, dans leur développement technique surtout. C'est pas évident. C'est vraiment, vraiment quelque chose. En tout cas, c'est pas juste essayer de rivaliser avec d'autres compétiteurs, parce que avec toutes les publications que je vois que vous mettez sur Facebook, vos athlètes performent, gagnent des compétitions quand même s'ils s'entraînent dans des conditions qui sont pas idéales pendant l'hiver. Mais moi, je dirais aussi que c'est pas juste les conditions d'entraînement qui sont importantes. Oui, si j'aurais une belle surface à l'intérieur d'une piste, je serais vraiment heureuse. Là. Puis surtout pour les aires de saut, là, ça serait vraiment plaisant aussi. Mais je te dirais aussi que c'est la façon que l'entraînement est donné. Là. Il y a ça aussi. Tu sais, il y a le travail que tu donnes à l'entraînement. Il y a une façon de les tenir en forme, une façon de faire de la mise en forme, une façon de faire autre chose. Moi, je fais de la mise en forme, du gainage, de la pliométrie. Je fais plein de choses qui fait que je donne des capacités autres au niveau pulmonaire et au niveau physique à mes jeunes, qui fait que quand on sort sur la piste après ça, ou qu'on s'en va faire de la course à l'extérieur quand les chemins sont beaux, bien, ils ont développé autre chose en étendant là. Donc, je pense qu'il y a aussi, oui, c'est dur de s'entraîner dans un petit espace, mais il y a aussi la façon de bien adapter tes entraînements pour que tes jeunes continuent quand même à s'entraîner, puis continuent à améliorer leurs conditions d'entraînement, mais améliorer aussi leurs performances, puis être capable d'arriver en compétition, comme tu dis, puis de revenir avec des bonnes positions et des titres aussi. Donc c'est sûr que j'ai des athlètes qui terminent 5e, 6e, 7e sur 20, 30 athlètes dans une discipline. C'est super bon. Puis on est vraiment content de ça. On est fiers. Le club d'athlétisme, on donne notre maximum.
aux jeunes. On est juste 2 entraîneurs. J'étais longtemps seule. Maintenant, j'ai un autre entraîneur avec moi qui est en lancée, Benjamin. Je suis très contente de l'avoir. Puis on essaie de donner le maximum à nos jeunes avec les conditions qu'on a. Mais je pense, comme je dis, oui, l'infrastructure, c'est important, mais la première chose qui est importante, c'est d'avoir des entraînements bien montés, bien faits. Les résultats parlent d'eux-mêmes et laissent entrevoir que l'aventure de Mia est loin d'être terminée. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Malgré un début de printemps modeste, il est temps de préparer ses semis. Et les élèves de l'école secondaire du Chêne Bleu à Pincourt ont préparé une série de capsules. Ça s'appelle Adoculture et ça vise à nous aider à préparer notre jardin pour l'été qui s'en vient. Les capsules Adoculture sont réalisées dans le cadre du projet vert de l'école secondaire du Chêne Bleu en collaboration avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Bonjour, je m'appelle Abigail et aujourd'hui, on va parler des semis. C'est quoi l'avantage de démarrer les semis à l'intérieur dans notre beau Québec, là, dans notre belle région? C'est parce que si on le faisait pas, on n'aurait pas de tomates, de poivrons. T'sais, on pourrait peut-être en avoir un tout petit peu, mais certainement pas là, dans les quantités qui deviennent intéressantes pour nous. On a quand même un climat qui est froid, fait qu'on n'a pas le choix. C'est ça la réponse, c'est plate de même, mais il y a certaines cultures, donc les cultures chaudes, qui doivent en fait être démarrées à l'intérieur, puis il y a d'autres cultures froides qu'on doit le faire aussi parce que c'est un petit peu plus long, comme le brocoli. Tu sais, ça dépend aussi quand est-ce que je veux que mon légume soit prêt. Parce si mettons je veux du brocoli, tu sais, un petit peu au début de l'été, bien là, je dois le planter maintenant, en avril, versus de la laitue que je peux en planter tout au long de la saison, puis m'attendre d'en avoir plus régulièrement. Tu sais, ça dépend vraiment du nombre de jours que ça prend pour atteindre la maturité et quand, surtout quand on fait des paniers pour des clients, quand le légume doit être prêt. C'est plein de bébés graines comme ça, là. On dirait quasiment des petites roches. Puis c'est vraiment pas le fun à planter, là, parce que... Mais en fait, c'est ça, quand c'est plus petit, c'est difficile de les mettre dans les alvéoles là, correctement, puis en bon nombre. Mais... Faut pas en mettre plus qu'une ou deux par... Ça fait que là, quand t'en échappes 5, t'essayes d'en enlever, là. Fait que c'est pour ça que c'est difficile, là. Fait que le défi de mettre pas plus qu'une graine par petite alvéole s'annonce comment? Pratiquement impossible. Quand on fait notre choix de semences, en fait, on essaye de les avoir les plus fraîches possibles. Donc, elles ont été récoltées l'année d'avant, à l'automne, et elles sont mises sur le marché au printemps suivant. Maintenant, il y a certaines semences qui doivent être très fraîches. On parle des oignons, surtout des poireaux, de la ciboulette. Toute cette catégorie-là a besoin d'avoir des semences vraiment fraîches. Les autres, on peut les garder quelques années. Évidemment, le taux de germination va diminuer, mais pour nous, le commun des mortels, c'est correct. On a juste à en semer plus. Est-ce que tu fais tes semis chez toi? Oui. Je plante, j'arrose, là, je les mets sur des tables et aussi j'ajoute des lumières UV. L'arrosage. C'est important de distinguer les différentes formes d'arrosage. Quand on débute nos semis, on y va avec une petite vaporisation, en profondeur toujours, mais il faut pas non plus que ça dégoûte et qu'on se retrouve avec des plateaux pleins d'eau. Nos plantes ne nagent pas, faut jamais l'oublier. La chose la plus importante, c'est d'avoir de l'eau à température ambiante. Alors, si on est dehors à acclimater, on prend de l'eau fraîche, froide parfois, mais à l'intérieur, on la laisse reposer justement pour qu'elle prenne la température ambiante, pour qu'elle soit plus, moins frisquée. Les graines sont comme... C'est comme nous quand on est. C'est des petits bébés qui vont grandir comme nous, avec des soins que nous, on leur apporte, comme nos parents nous ont apporté à nous.
Lorsqu'on veut faire des semis, il nous faut un terreau de qualité, stérile. C'est un terreau à semis. C'est écrit comme ça sur le sac. Et c'est un terreau auquel on a rajouté de la perlite, justement pour être capable de garder le terreau léger, qu'il ne se compacte pas avec les arrosages et avec la croissance des plantes, là. Avec le projet vert, on apprend beaucoup sur les plantes et aussi juste la cuisine des fois même. Et comme travailler dans un jardin, tu sais, ça t'apprend à être autonome si toi-même t'aurais un jardin. Et c'est juste utile aussi. C'est juste des habilités que tu devrais normalement avoir, juste comme pour t'aider dans la vie. Quand tu as travaillé pour le faire, ça donne encore plus envie d'y goûter puis de pouvoir comme récolter les fruits de ton dur labeur. Là. Mais c'est sûr que ça donne le goût de... Puis aussi, en les faisant pousser, on se dit « Ah, ben là, quelle recette je prépare avec ça? » Puis on va peut-être les apprêter avec plus de soin puis aussi comme mettre plus de cœur dans ce qu'on fait. Là. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.